Bonjour à tous, peut-on éviter une récession? Donc ça, c'est la question que se posent tous les investisseurs en ce moment. C'est vrai, en Europe, une augmentation significative du nombre de faillites. Et aux États-Unis, on a également vu des grandes entreprises qui ont commencé des plans de licenciement massifs. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les indicateurs que j'utilise, moi, pour à la fois les États-Unis et l'Europe, et arriver à estimer si effectivement on va avoir une récession dans les mois qui viennent. Et également à la fin de la vidéo, je vous donnerai les conséquences que ça a en termes de gestion de patrimoine, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Et vous pouvez également vous abonner à ma lettre d'information gratuite, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors d'abord, je vais vous donner quelques exemples microéconomiques des premiers signes de ralentissement de l'activité. D'abord aux États-Unis, on a effectivement un certain nombre de plans de licenciement qui ont été annoncés. Vous avez par exemple ici Amazon qui a annoncé un plan de licenciement d'environ 10 000 employés. Alors il faut quand même savoir que Amazon a énormément d'employés, hein, plus d'1 million, et donc là on est sur moins de 1% de la force de travail de Amazon. C'est quand même significatif. Et ensuite, c'est vrai que au niveau des sociétés technologiques américaines, eh bien, on a Facebook qui a annoncé un plan, Twitter également, Salesforce, Stripe, Lyft, donc qui sont toutes des sociétés technologiques. Vous voyez ici l'évolution de ces annonces depuis le début de l'année. Vous voyez qu'il y a une tendance à l'augmentation, notamment au mois de novembre, hein, il y a eu une augmentation significative. Et on a aussi, on commence à avoir des sociétés en dehors du domaine technologique. Donc là, par exemple, dans le domaine du retail, on a H&M qui a annoncé un plan pour 1500 employés. Là aussi, c'est à peu près 1% de la force de travail. Et bien pour les mois qui viennent, on s'attend à ce que d'autres secteurs soient touchés. Donc là, il y a notamment ce qui est évoqué, le secteur manufacturier, notamment le secteur automobile. On a un deuxième indicateur microéconomique aux États-Unis qui est très intéressant, c'est celui qui, pour les petites entreprises, mesure le pourcentage des sociétés qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et donc là, très récemment, on a eu les derniers chiffres et on a atteint un nouveau record. Il s'établit à 41%, donc 41% des petites sociétés aux États-Unis n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc on va regarder ici, vous voyez l'évolution. Donc on est aujourd'hui à 41% en novembre 2022. Si vous comparez ça par exemple à décembre 2021, eh bien à l'époque on avait seulement 26% des sociétés qui n'arrivaient pas à payer leur loyer. Donc il y a vraiment une augmentation considérable. Là notamment hein, en novembre, on est passé octobre à novembre de 37 à 41%. Et ensuite, si on regarde le type de sociétés qui sont touchées, vous avez la décomposition ici. Vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de sociétés où effectivement les personnes doivent se déplacer, où on doit avoir un contact direct avec la personne qui fournit un service. On a par exemple les salons de beauté qui sont très durement touchés à 57%, mais aussi les salles de gym, les sociétés de distribution et bien entendu les restaurants à 42%. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, quand on regarde les causes qui expliquent les difficultés à payer le loyer, on voit qu'en premier, on a l'augmentation de ces loyers, hein. Donc c'est l'inflation des loyers pour 52% des petites sociétés qui expliquent ces difficultés. Et ensuite, à 41%, eh bien, c'est tout simplement la baisse de l'activité. Pour ce qui est des données microéconomiques en Europe, on va prendre l'exemple de la France. Donc là, on a une étude qui est sortie sur la défaillance des entreprises au troisième trimestre 2022. Et donc, ce qu'on note, c'est que on a eu une hausse par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, une hausse des défaillances d'entreprises de quasiment 70%. Donc, c'est un taux qui a jamais été observé, hein, cette hausse au cours des 25 dernières années. Donc en termes de nombre d'entreprises, on n'est pas encore hein, au maximum qui avait été observé par exemple en 2019, mais on a une accélération et les secteurs les plus touchés sont un peu comme aux États-Unis, le commerce de détail, la restauration, les services à la personne, et on voit que d'autres secteurs commencent à être touchés, notamment dans le bâtiment. Comment peut-on définir ce qu'est une récession?
on va partir de la définition. Une récession, c'est un ralentissement significatif, généralisé et prolongé de l'activité économique. Alors après, il faut voir comment ça se traduit, cette définition en chiffres. Donc d'habitude, ce qu'on considère, c'est que eh bien, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB eh bien, vont déclencher une entrée en récession. Alors le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Justement, récemment, aux États-Unis, on a eu un exemple, début 2022, on a eu 2 trimestres consécutifs qui étaient légèrement négatifs en termes de variation du PIB, mais ça n'a pas été considéré, en tout cas par les personnes de la Fed par exemple, ça n'a pas été considéré comme une récession. Alors pourquoi? Parce que effectivement, on n'a pas eu réellement une hausse du chômage pendant cette période-là, et donc c'est vrai, j'avoue, ça se défend. Donc c'était pas réellement une entrée en récession. Donc là, ensuite, si on a dans les mois qui viennent, eh bien de nouveau une variation négative du PIB, peut-être un peu plus prononcée, et surtout eh bien une hausse du chômage, on sera là effectivement en récession. On va commencer par les indicateurs macroéconomiques aux États-Unis. Donc tout d'abord, si on regarde l'évolution du PIB aux États-Unis, donc là, vous voyez que comme je le disais tout à l'heure, eh bien, au niveau des 2 premiers trimestres 2022, on a eu une contraction de l'activité très clairement, et ça s'est repris ensuite eh bien, au 3e trimestre. Donc on n'a pas encore de tendance très, très claire à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde les indicateurs eh bien, d'activité, d'abord le S&P Composite. Donc là, vous voyez que alors pour le S&P Composite, eh bien, on est très nettement en dessous de 50, hein, on est à 46,3, donc ce qui indique, selon eux, une contraction de l'activité aux États-Unis, avec eh bien, un indicateur service qui est à 46 et un manufacturing qui est à un peu plus de 47. Donc en moyenne, et vraiment en dessous de 50 et en plus avec une tendance baissière vraiment très forte hein, depuis le début de l'année 2021. Alors on observe un peu la même tendance, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes résultats sur l'autre agence qui s'occupe de faire cet indice, ISM. Pour les services, chez eux, on reste au-dessus de 50, hein, on n'a pas de contraction encore de l'activité, on est autour de 55-56 ici. Alors que pour la partie manufacturing, eh bien, on serait autour de 50, donc vraiment très proche de passer en territoire, disons, qui correspondrait à une contraction de l'activité et avec toujours cette baisse très forte hein, de l'indice depuis le début de l'année 2021. Donc globalement, sur ces indices, ils se dégradent très clairement, mais on ne peut pas encore conclure réellement que on est face à une contraction très claire de l'activité américaine. Si on regarde maintenant l'indice qui s'appelle le GDP Now, qui est eh bien, une estimation de eh bien, l'évolution du PIB sur le 4e trimestre 2022. Donc là, ils ont une estimation qui est plutôt élevée hein, en ce moment, à autour de 4% de croissance du PIB. Donc là aussi, hein, pour l'instant, on n'a pas de signe inquiétant, on va dire, de ce côté-là. Et enfin, si on regarde le dernier indice aux États-Unis, qui sont eh bien, les demandes hebdomadaires de chômage sur l'ensemble du pays. Donc on est aujourd'hui à 240 000, ce qui n'est pas on va dire un niveau très élevé. Si on zoome un petit peu ici, ce qu'on voit, c'est qu'au moment, par exemple, en 2007-2008, où on entrait eh bien, en récession, on était autour de 350 000. Voilà, donc on est à seulement 240 000 aujourd'hui. Et si on regarde la tendance des derniers mois, eh bien, on n'a pas vraiment eu d'augmentation pour l'instant et bien du chômage aux États-Unis. Donc avec ces premiers indicateurs, on ne peut pas vraiment conclure hein, sur effectivement l'entrée ou pas en récession des États-Unis. C'est pour ça qu'il faut eh bien, maintenant regarder plutôt des indicateurs avancés. Et la référence dans ce domaine, dans le domaine des indicateurs avancés de récession, eh bien, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux, ou plus précisément la différence entre le rendement sur une obligation souveraine américaine à 10 ans et le rendement sur une obligation souveraine à 1 an. Toujours une obligation souveraine américaine. Donc vous pouvez voir ici la courbe et vous voyez que eh bien, assez souvent il y a une inversion de la courbe
des taux, c'est-à-dire que eh bien, le rendement sur une obligation à 1 an devient supérieur au rendement sur une obligation à 10 ans. Et donc là, je voulais juste faire un commentaire avant de continuer. Il faut bien comprendre que ces phases d'inversion de la courbe des taux, où vous êtes ici en dessous de zéro, sont en fait des moments où il y a une aberration sur le marché, puisque vous pouvez investir à 10 ans, mais avec un rendement qui est inférieur à un investissement sur 1 an. En fait, le risque, quand vous investissez sur 10 ans, il est supérieur. Et donc, vous devriez normalement avoir un rendement supérieur par rapport à un investissement simplement sur une durée de 1 an. Mais ce n'est pas le cas, il y a une inversion. Et donc, c'est des moments où il y a une sorte d'aberration sur les marchés. Mais on va voir que eh bien, ces moments-là sont des indicateurs très intéressants pour arriver à déterminer eh bien, des moments d'entrée en récession. Donc là, on va regarder cette courbe. Donc vous voyez ici les zones qui sont en gris sont en fait des zones qui correspondent à des récessions. Et donc ce qu'on observe, c'est que eh bien, à chaque fois qu'on a une récession, on se rend compte que quelques mois avant, ou quelques trimestres avant, il y avait effectivement une inversion plus ou moins forte de la courbe des taux. Donc c'est arrivé ici dans les années 70, ici également dans les années un petit peu avant 75, dans les années, à la fin des années 70, également au début des années 90, avant la grande crise financière ici en 2007. Donc c'est vraiment systématique. Il y a une seule exception qui est ici, vous voyez, il y a eu une inversion un peu forte en 1966 et on ne voit pas de récession après. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus précise sur l'évolution du PIB américain, ça se situe ici. Et donc, vous voyez qu'en 66, on avait un taux de croissance du PIB eh bien, américain qui était très, très élevé, hein. On était presque à 10%. Et en fait, il s'est écroulé juste après, mais il est resté positif. Voilà. Donc ça veut dire quand même que cette inversion ici, en 1966, a quand même eu une conséquence importante sur l'économie américaine. Donc tout ça pour dire que vraiment cette courbe des taux, c'est la référence, c'est pour ça que c'est considéré comme étant la référence pour arriver à faire des prévisions d'entrée en récession. Donc il n'y a jamais de certitude, hein, c'est que bien sûr des probabilités. Et surtout, vous voyez que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est le temps qu'il va falloir attendre jusqu'au début de cette récession. Donc dans certains cas, c'est très rapide. Ici, vous voyez par exemple, vous avez une inversion importante donc en juillet 69. Et effectivement, ensuite, vous avez l'entrée en récession, et bien à peu près, vous voyez, 5 mois après, en décembre 69. Donc c'est assez rapide. Alors que dans d'autres situations, si on prend cet exemple ici, vous avez une inversion un peu moins forte, à peu près en mars 89. Et vous avez ensuite l'entrée en récession qui est un petit peu plus tard. Donc là, on est autour de juillet 90. Donc on est à peu près 15 mois après l'inversion. Alors si on regarde le niveau d'inversion de la courbe des taux aujourd'hui, vous voyez qu'on est ici, eh bien on est à des niveaux d'inversion quand même très, très importants. Les seules fois où on avait eu des niveaux d'inversion aussi importants, eh bien c'était ici en 73 et également en 79 ici. Voilà, donc ce niveau d'inversion est très élevé. Combien de temps il faudra attendre pour avoir effectivement une entrée en récession? Bien évidemment, c'est difficile à prévoir. Il faudra regarder notamment l'évolution, par exemple, du chômage aux États-Unis pour arriver à se faire une idée. L'autre indicateur que je voulais vous donner, qui peut aussi vous aider à affiner cette analyse, c'est eh bien de comparer avec des maturités encore plus courtes. Donc là, vous voyez, on a fait la comparaison entre le 10 ans et le 1 an. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire la comparaison entre le 10 ans et le 1 mois. Et donc là, je vous ai affiché ici le 1 mois. Donc sur du 1 mois, vous êtes à 4,11%, sachant que sur du 10 ans, on est à 3,7% à peu près. Donc ça veut dire que, y compris sur le 10 ans contre 1 mois, on a une inversion. Hein. Donc on a vraiment cette aberration
un investissement sur un mois rapporte plus qu'un investissement sur 10 ans. Et on a vraiment une inversion totale de la courbe des taux. C'est pas seulement sur une échéance, mais c'est vraiment sur toutes les échéances. Et donc, ça renforce, à mon avis, la probabilité d'une entrée en récession. Au niveau de la consommation aux États-Unis, on a quand même des premiers signes qui montrent qu'effectivement il y a un affaiblissement de cette consommation. Je vais vous donner un exemple avec le groupe Target. Donc Target, c'est une chaîne de grands magasins aux États-Unis qui ont publié récemment eh bien, leurs chiffres du troisième trimestre 2022. Et effectivement, on commence à voir une baisse significative de l'activité chez Target et avec en plus des plans de réduction de coûts vraiment très importants sur les prochaines années, hein. Donc là, 3 milliards de réduction de coûts qui sont prévus sur les 3 prochaines années. Donc leurs profits ont baissé de 50% sur le dernier trimestre. Ce qui est indiqué également, c'est que eh bien, c'est une baisse qui fait suite à une hausse qui avait eu très forte, hein, pendant la période de la pandémie. Donc ce type d'acteurs comme Target, mais également Amazon, grâce notamment eh bien, à l'argent qui avait été versé aux particuliers, notamment via l'hélicoptère monnaie aux États-Unis, avait permis à ces grands groupes, hein, de distribution qui distribuent aussi beaucoup par Internet d'augmenter leurs revenus de manière très significative. Mais ce qu'on commence à voir en ce moment, c'est que les particuliers aux États-Unis, eh bien, ont fini d'utiliser, hein, cet argent qui leur avait été distribué. Ils arrivent vraiment à bout, ce qui fait baisser eh bien, les résultats de ces sociétés. Il y a même d'autres phénomènes qui se développent en ce moment aujourd'hui de manière forte chez Target. C'est en fait le vol dans les magasins, donc le shoplifting. Ici, ils indiquent que eh bien, sur ce trimestre, ça a augmenté de 50%, 50% par rapport à l'année dernière. Ils expliquent que c'est en fait des groupes organisés, hein, eh bien, de personnes qui viennent voler dans les magasins. Voilà, donc c'est vraiment un signe que les personnes non plus enfin, ont utilisé tout cet argent qui leur avait été distribué. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec un autre phénomène. C'est un phénomène qu'on appelle le bullwhip effect. Donc bullwhip, ça veut dire c'est un fouet. Donc c'est un phénomène économique, en fait, le bullwhip effect, qui est lié à la chaîne de production. Donc vous avez un petit graphique ici pour expliquer. Donc vous avez les consommateurs qui sont ici sur la gauche. Et ensuite, vous avez toute la chaîne logistique avec eh bien, les retailers qui vous vendent le produit, les distributeurs, les fabricants et les fournisseurs de matières premières en bout de chaîne. Et donc le bullwhip effect, c'est un phénomène dans lequel, lorsque vous avez une variation de la demande ici au niveau du consommateur, eh bien, on se rend compte que, en fait, il y a une diffusion dans cette chaîne logistique, une diffusion qui prend du temps, de cette prévision d'augmentation de chiffre d'affaires. Et donc, d'abord, vous avez les retailers qui vont augmenter leur capacité de distribution, puis ensuite les fabricants vont augmenter leur capacité de fabrication, etc. Et vous avez un phénomène d'amplification, puisque chacun eh bien, a plus de clients que le précédent. Et donc, le problème avec ce genre de situation, c'est que quand vous avez un retour, une baisse à nouveau ici de la consommation au niveau des clients, eh bien, ça va avoir d'un coup, ça va déstabiliser toute la chaîne qui va se retrouver en surcapacité de production et avec énormément de stock sous les bras. Donc ça, c'est un risque là qui a mis, dont a parlé une personne assez connue qui s'appelle Michael Burry. Il en a parlé il y a pas très longtemps sur son Twitter. Donc Michael Burry, c'est un gérant, hein, de hedge fund aux États-Unis assez connu parce qu'il avait prédit la crise des subprimes en 2007, donc la crise immobilière. Et donc là, il a fait un tweet à ce sujet-là, au sujet du bullwhip effect. Donc effectivement, hein, on a cet argent qui a été dépensé et qui maintenant eh bien, n'est plus distribué aux ménages américains. Et donc, on en voit les premiers effets chez Target avec une baisse effectivement du chiffre d'affaires, mais ça pourrait avoir plusieurs conséquences. Alors d'abord, bien entendu, ça pourrait
ponctuellement faire baisser un petit peu l'inflation, puisque l'ensemble des groupes de la chaîne logistique vont devoir peut-être se débarrasser d'une partie des stocks qu'ils n'arrivent plus à vendre, qu'ils ont produits ou pour lesquels ils ont des capacités de production mais qu'ils n'arrivent plus à vendre correctement. Donc il faudra baisser les prix massivement et donc enregistrer des pertes. Mais l'autre problème, c'est que eh bien, ces acteurs-là, par exemple les distributeurs comme Target, que j'ai présenté ici, vont devoir prendre des décisions pour réduire leurs coûts, donc sans doute en licenciant pas mal, parce que justement, ils avaient trop recruté de personnes et ils doivent maintenant eh bien, faire partir un certain pourcentage de leur effectif pour redevenir rentable. Et donc ce phénomène de bullwhip effect risque d'avoir effectivement comme conséquence eh bien, une hausse significative du chômage dans les mois à venir. Il y a un autre phénomène qui va affecter la consommation aux États-Unis, c'est en fait le prix de l'immobilier. Alors pour bien comprendre ce phénomène, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, donc il y a beaucoup de gens qui achètent via un crédit hypothécaire leur maison, donc c'est-à-dire qu'ils donnent en garantie hein, leur maison pour arriver à obtenir un prêt. Mais en fait, il se trouve qu'il y a un phénomène particulier, c'est que quand le prix de cette maison augmente, eh bien, ils ont la possibilité d'aller voir leur banque et de renégocier, de leur dire, voilà, ma garantie, ce que j'ai donné à garantie, a augmenté en valeur, et donc il y a un excédent eh bien, que je vous donne en garantie, mais que vous n'utilisez pas quelque part, que la banque n'utilise pas pour garantir le prêt et donc que le particulier peut utiliser pour obtenir un crédit à la consommation complémentaire. Hein, donc une ligne de crédit en quelque sorte qu'il peut derrière utiliser pour aller consommer. Et donc ça, c'est vrai que c'est dans la mentalité américaine hein, de toujours utiliser, de chercher à utiliser au maximum des capacités d'endettement pour aller consommer. C'est d'ailleurs un des moteurs principaux hein, de la consommation américaine. Et donc, lorsque l'on a des prix de l'immobilier qui augmentent, eh bien, on a ces capacités de crédit complémentaires qui sont octroyées aux particuliers, aux ménages américains. Donc ça marche en fait tant que effectivement vous avez des prix de l'immobilier qui augmentent. Mais en fait, ces lignes de crédit supplémentaires disparaissent peu à peu derrière quand vous avez des prix de l'immobilier qui commencent à baisser. Donc là, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, on avait eu effectivement une hausse assez forte hein, de l'immobilier. Et là, voilà, depuis quelques mois, on commence à avoir un tassement, voire une baisse hein, de l'immobilier dans un certain nombre de zones aux États-Unis. Et d'un autre côté, si on regarde les taux hein, hypothécaires, on voit que effectivement à partir de la fin de l'année 2021, vous voyez ici sur ce graphique, on a commencé à avoir une hausse très forte. On est parti de à peu près 2,1 ici, c'était en septembre 2021. Et maintenant, on est monté jusqu'à à peu près 6% sur les prêts hypothécaires. Hein. Donc, on revient au même niveau qu'on avait pendant la grande crise financière en 2007-2008. Donc voilà, on a vraiment une hausse très forte, ce qui fait qu'il y a moins de transactions, hein. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont prêtes à emprunter à ce prix-là, et c'est ce qui explique que peu à peu, eh bien, les prix de l'immobilier sont en train de se tasser, voire de baisser dans certaines zones. Et donc ce phénomène particulier, eh bien, va avoir dans les mois à venir un impact en termes de baisse de la consommation des ménages américains. Je continue avec les chiffres macroéconomiques de l'Europe. Donc on commence par l'évolution du PIB que vous voyez ici pour la zone euro. Donc ce qu'on voit, c'est que très clairement, au cours des derniers trimestres, on a vraiment très peu de croissance, hein, quasiment pas. On est à peine en territoire positif au niveau de la zone euro. Et ceci, il faut bien garder en tête que c'est fait malgré quand même des dépenses publiques très élevées, des niveaux de dette qui sont toujours plus élevés, levés par les pays. Donc là, par exemple, on a l'évolution de la dette de la France.
donc qui serait censé normalement, si vous levez, augmenter votre dette, stimuler un petit peu la croissance. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas le cas. Donc ça veut dire que si on retraitait eh bien, ces éléments de PIB, de la dette émise, on serait très vraisemblablement sur une croissance qui est négative, hein. Donc ensuite, si on continue en regardant les éléments, les indices d'activité, les PMI, donc là on a les chiffres S&P pour la zone euro. Donc on est toujours en territoire en dessous de 50, hein. Au niveau de l'indice composite, on est à 47, donc 47,8. Alors ça s'est un tout petit peu amélioré. Là, c'est les chiffres de novembre. Ça s'est un tout petit peu amélioré par rapport à octobre, mais on reste quand même très nettement, hein, en territoire, dans un territoire qui correspond à une contraction de l'activité. La zone qui est la plus touchée, c'est toujours l'Allemagne, hein. Le composite est à 46,4. Vous voyez l'évolution ici. Donc là, on est voilà, sur la base de cet indice quand même très clairement dans une situation de contraction de l'activité en Europe. Et pour ce qui est de l'indice ZEW, l'indicateur de sentiment économique, donc là, pareil, hein, il y a quand même une amélioration au mois de novembre par rapport à octobre que vous voyez ici, qui est significative, mais on reste eh bien, en territoire très largement négatif. Ensuite, au niveau de la consommation, on a des chiffres, par exemple en France, qui sont sortis très récemment, que l'INSEE a publié. Donc, ils ont publié effectivement un fort recul de la consommation des ménages, avec une croissance quand même qui est très faible. Donc, juste pour vous donner quelques éléments, par exemple, au niveau de la consommation des biens durables, eh bien, on a quand même une baisse de 6%. Donc c'est en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Voilà, donc ce qui est évoqué, c'est des baisses de dépenses de biens d'équipement, de téléphone et aussi, ce qui est un peu plus surprenant, de produits alimentaires. Donc il y a quand même une baisse de la consommation des produits alimentaires et bien de 7,5% donc sur un an. Voilà, donc je trouve que c'est quand même un indicateur qui montre que il y a beaucoup de ménages qui sont dans une situation quand même financière assez précaire. Mais en Europe, l'indicateur le plus important, c'est vraiment celui-là, c'est la balance commerciale. Pourquoi? Parce qu'elle s'est effectivement écroulée depuis à peu près un an. Donc vous voyez ici, alors que c'était assez stable pendant plusieurs années, hein, et assez positif, notamment grâce à l'Allemagne, et bien là, depuis un peu plus d'un an, ça s'est véritablement effondré. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Donc il y a effectivement moins d'activité en Chine qui achetait beaucoup de produits à l'Allemagne. Il y a toujours voilà, des lockdowns un peu durs en Chine. L'activité n'a pas totalement repris. Et donc ça fait quand même baisser beaucoup les exportations des Allemands. La deuxième raison à cela, c'est effectivement la hausse du coût de l'énergie. L'Europe est très dépendante vis-à-vis de l'extérieur en énergie, et donc eh bien, effectivement ça a fait également baisser très fortement cette balance commerciale. Globalement, ce qu'on regarde d'habitude, c'est un indicateur qui s'appelle les termes de l'échange. Donc vous l'avez ici pour effectivement la zone euro. C'est la courbe bleue qui est ici, qui oscille autour de 100. C'est un ratio entre les exportations et les importations. Et donc, quand vous passez en dessous de 100, eh bien, ça veut dire que vous avez vos importations qui vous coûtent de plus en plus cher et les exportations qui ne vous rapportent plus autant. Et donc, vous avez eh bien, une fuite des capitaux vers l'extérieur. Et donc, ce n'est pas une situation très favorable. C'est ce que vous voyez ici, hein, depuis un peu plus d'un an. On a une baisse très forte, hein, des termes de l'échange qui étaient même montés jusqu'à un peu plus de 102 ici. Et donc là, on est descendu, on est autour de 98. Alors que, bien sûr, dans la même période, et c'est directement lié, on a les coûts de l'énergie que vous avez ici en orange sur cette courbe, et bien, qui sont en train d'exploser, hein, depuis à peu près un an et demi et qui expliquent eh bien, cette dégradation des termes de l'échange. Alors ça, c'est quand même une situation vraiment pas favorable et qui risque malheureusement de ne pas s'améliorer tout de suite. Donc là, globalement, ce qu'on observe en ce moment,
c'est que il y a du fait de ces coûts d'énergie et des difficultés d'approvisionnement en énergie, il y a un certain nombre d'industriels qui ont fait des annonces de délocalisation de leur activité. Voilà, compte tenu du fait que les prix sont trop élevés de l'énergie et il n'y a pas vraiment de garantie d'avoir suffisamment d'énergie, ils ont annoncé qu'ils partaient et notamment qu'ils partent vers les États-Unis qui vont être un peu un des gagnants de cette situation, très clairement. Et en plus de ça, on pourrait avoir un deuxième effet qui pourrait accélérer cette dégradation de la balance commerciale. C'est un effet qui est lié à la baisse de l'euro par rapport au dollar américain. Donc ça a beaucoup baissé, ça avait beaucoup baissé d'environ 20% par rapport au dollar américain depuis un peu plus d'un an. Ça s'est un tout petit peu redressé ces dernières semaines. Voilà. Donc là, le problème, c'est que lorsque eh bien, l'euro baisse, ça fait augmenter mécaniquement le coût de vos importations d'énergie, puisque en ce moment, en fait, la plus grosse partie des contrats sont en fait en dollars américains. On avait la possibilité d'utiliser l'euro avant dans les contrats avec la Russie, mais c'est plus le cas. Et donc maintenant, on est directement lié eh bien, au dollar américain pour nos importations, pour les importations d'énergie. Et donc ça, en fait, eh bien, ça dégrade encore plus la balance commerciale quand vous avez encore plus de coûts pour votre énergie. Et donc ça peut eh bien, également renforcer la baisse de l'euro. Et donc on a une espèce de cycle un peu infernal qui se met en place et qui pourrait faire baisser effectivement encore plus l'euro par rapport au dollar. Si on regarde maintenant du côté de la BCE pour voir si la politique monétaire pourrait effectivement eh bien, reculer l'arrivée de cette récession, donc c'est pas vraiment le cas. Globalement, les déclarations qu'on a de tous les membres de la BCE vont à peu près dans le même sens, c'est-à-dire que la BCE dit qu'elle continuera à augmenter ses taux malgré le risque de récession. Donc ça, c'est les déclarations qui sont faites en ce moment. Alors pour rappel, elle a pour l'instant effectivement commencé à réaugmenter ses taux directeurs, mais on reste à des niveaux très bas. On est à 1,5% pour l'instant seulement. Mais elle prévoit de continuer à le faire. Donc ça, moi je trouve que c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que les 1,5% qu'on a ici, en fait, ils sont très très loin des niveaux d'inflation. L'inflation est autour de 10%. Ça veut dire que d'un point de vue réel, les taux d'intérêt sont à moins 8,5%. Donc avec des taux d'intérêt réels aussi bas, aussi négatifs, je ne pense pas qu'on puisse réellement avoir d'impact sur l'inflation, pour modérer l'inflation. Pour arriver à modérer l'inflation, il faut augmenter beaucoup plus les taux d'intérêt, se rapprocher des taux d'inflation, voire être un petit peu au-dessus pour arriver à calmer ce cycle inflationniste. Donc ils en sont très loin, donc à mon avis ça va pas marcher, en tout cas pas tout de suite. Euh, Par contre, il y aura bien l'effet avec cette hausse des taux, et bien d'un ralentissement économique avec un resserrement du crédit. Donc ça c'est clair. Donc globalement, c'est une politique un peu d'entre-deux, où on aura un peu eh bien le moins bien des deux côtés, à la fois du côté de l'inflation et du côté de la récession. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on a ces derniers temps commence à avoir une augmentation un peu plus significative des salaires. Donc là, on est un peu au-dessus de 4, mais les tout derniers chiffres que j'ai pu trouver sont donc des chiffres qui montrent qu'on est sur une hausse sur un an de 5,2% des salaires dans la zone euro. Donc ça se compare au taux d'inflation de 10% environ qu'il y a dans la zone euro, c'est-à-dire qu'on a un ratio à peu près de légèrement supérieur à 0,5. Et donc ça, si ce ratio-là continuait à augmenter, eh bien ça pourrait être un petit peu gênant parce que le problème, c'est que quand vous commencez à avoir une hausse des salaires significative dans des périodes inflationnistes, ça peut alimenter l'inflation. C'est-à-dire que vous avez une hausse des salaires qui derrière oblige les entreprises à augmenter leur prix et qui elle-même, eh bien, donc, ainsi augmente l'inflation dans le pays. Donc ça, c'est effectivement un cycle qui pourrait se mettre en place compte tenu des dernières données qu'on voit sur les salaires.
Pour conclure sur ces indicateurs, je pense qu'on peut dire que globalement, eh bien, on a un ensemble d'éléments qui nous montrent que très vraisemblablement, on va vers une récession à la fois aux États-Unis et en Europe. Alors pas forcément tout de suite en 2022, mais très, très vraisemblablement au plus tard au premier semestre 2023, avec, à mon avis, quand même une Europe qui sera beaucoup plus touchée. On a vu que en fait, les États-Unis profitent indirectement un petit peu hein, des problèmes énergétiques qu'il y a en Europe. Voilà, donc il y aura très vraisemblablement encore hein, une décorrélation dans les mois et les trimestres qui viennent entre eh bien, le niveau d'activité aux États-Unis et le niveau d'activité en Europe. Compte tenu de ces éléments, qu'est-ce qu'on peut dire sur eh bien, les anticipations d'évolution des marchés actions dans les mois et les trimestres à venir? Donc là, on peut regarder cette étude hein, qui essayait de faire le lien sur le S&P 500 aux États-Unis entre la variation du marché et les périodes de récession. Donc ce qu'on voit, c'est que eh bien, ça oscille un petit peu entre, on va dire, des baisses de 23% à peu près quand il y a une récession qui n'est pas trop forte, et ça peut monter jusqu'à 45% dans certains cas, lorsqu'il y a une récession un peu plus prolongée. Donc aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres hein, sur eh bien du S&P 500, valeur d'aujourd'hui par rapport au plus haut. Et donc là, on est autour de 15% à peu près de baisse seulement. Donc ça veut dire que par exemple, si on avait une récession un peu sévère, eh bien il y aurait quand même encore 30% complémentaires hein, qui pourraient être vus hein, en termes de baisse des marchés actions. Alors si on regarde une étude ici qui a été fournie par Goldman Sachs, donc eux essaient de faire des prévisions sur l'évolution des marchés actions pour 2023. Donc, par exemple, eh bien, il prévoit, dans le cas défavorable, hein, une baisse de 21% des marchés actions complémentaires. Voilà, moi je pense que dans ce cas défavorable, hein, bah, ils sont pas très, ils sont assez un peu optimistes, on va dire. Pourquoi? Parce que la phase dans laquelle on est aujourd'hui, elle a un point de départ en termes de valorisation qui est excessivement élevé. Je vous rappelle que vous pouvez regarder pour vous faire une idée là-dessus, par exemple le Shiller P/E ratio, hein, donc le ratio entre le prix et les résultats, mais avec une moyenne hein, qui est faite et en ajustant de l'inflation. Donc là, on est toujours hein, sur des niveaux très élevés, autour de 30 à peu près, au niveau de ce Shiller P/E ratio. Et encore une fois, hein, quand on regarde l'historique, eh bien, on a une moyenne qui est quand même plutôt autour de 15, ou on va dire entre 15 et 20. Et on va dire que si on descendait en dessous de 15, si on arrivait entre 10 et 15, ce serait pas totalement aberrant si on regarde l'historique sur ce ratio. Donc si on va à 15 par exemple, hein, sur ce ratio, encore une fois, ça veut dire que eh bien, le marché va baisser au moins de 50%, voire peut-être plus, hein, puisque dans ce genre de situation, vous avez les earnings eh bien, qui diminuent et donc qui font augmenter mécaniquement le point de départ. Voilà, donc c'est au moins une baisse de 50% dans ce genre de situation pour revenir à peu près à un ratio cohérent de 15. Au final, quelle conclusion peut-on en tirer en termes de gestion de patrimoine? Donc je précise qu'ici, je ne donne pas de conseils en investissement, hein, je vous donne simplement mes conclusions sur la base des indicateurs que je viens de vous présenter. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une probabilité importante d'avoir une récession dans les trimestres à venir, et donc une probabilité importante eh bien, d'avoir une baisse significative sur les marchés actions, voilà, sûrement courant de l'année 2023. Donc, compte tenu de ces éléments, au niveau du portefeuille actions, eh bien, il faut être plutôt hein, sur des sociétés qui vont avoir des ratios de valorisation raisonnables. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur des valorisations trop élevées et s'il y a une correction, vous allez avoir un effet très, très violent sur la valeur de votre patrimoine. Voilà, donc bien étudier les ratios de valorisation. Deuxièmement, il vaut mieux être sur des sociétés qui vont verser des dividendes élevés. Dividendes élevés, ça veut dire, à mon avis, au moins 6 à 7%. Ça, c'est la valeur du dividende par rapport à la valeur
de l'action. Donc ça, c'est important. Ça peut ça va amortir, hein, si jamais il y a une baisse significative sur les marchés actions, ça va amortir cette baisse dans votre patrimoine. Il se trouve que les secteurs d'activité dans lesquels il y a des dividendes élevés, eh bien, c'est souvent l'énergie, les matières premières, l'agriculture aussi, et où souvent il y a une vraie politique de versement de dividendes réguliers. Donc ça, c'est bien à vérifier, hein. Il ne faut pas que vous investissiez chez des gens qui viennent juste de verser une fois des dividendes, mais plutôt des sociétés dans lesquelles il y a des dividendes de manière très régulière, tous les ans. Voilà, donc ça c'est pour la partie action. Ensuite, pour la partie cash, il faut effectivement garder, hein, une enveloppe de cash suffisante, disponible, pour pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront dans les trimestres à venir. Donc là-dessus, il faut choisir votre monnaie, hein, pour stocker votre cash. Donc je vais vous mettre un lien vers une vidéo dans laquelle je parlais du choix justement de la monnaie pour stocker votre trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, par exemple, aux États-Unis, quand vous investissez, hein, dans des obligations du gouvernement américain, même à assez court terme, à 6 mois par exemple, on est sur des taux d'intérêt autour de 4%, hein, sur le dollar américain. Donc ça peut être assez intéressant, hein, pour stocker sa trésorerie et attendre un petit peu, et bien d'avoir tout simplement, hein, des obligations américaines qui vous rapportent environ 4% d'un point de vue annuel, hein, en termes de rendement annuel. Et enfin, en termes de protection, d'autres types d'actifs, des actifs antifragiles qui peuvent vous protéger en cas de fortes variations sur les marchés. On a bien évidemment, par exemple, l'or, hein, qui pour l'instant n'a pas trop augmenté, qui reste, à mon avis, à des niveaux raisonnables, et qui peut servir d'assurance dans votre portefeuille. Merci à tous pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez vous inscrire à ma lettre d'information gratuite, eh bien le lien est juste en dessous de la vidéo.